Monsieur Daniel? Il y avait un souci à la théorie.
OK. Allô? Ah, d'accord. Bonsoir, M. Tadéon. Bonsoir. Oui, je vous voyais, mais je ne vous entendais pas. D'accord. Soyez le bienvenu Merci. à la session. Donc, je venais ainsi de vous présenter. Et pour lancer les débats, j'aimerais vous demander de nous parler un peu du fact-checking. Qu'est-ce que c'est que le fact-checking? Et vu qu'aujourd'hui, c'est un thème vraiment à la mode et beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Qu'en est-il réellement? OK. Merci. Merci beaucoup. Le fact-checking, c'est, disons, la vérification des faits, et comme on l'entend. Donc, c'est, en français, on dit vérification des faits, c'est le fait de vérifier donc des faits à travers donc une démarche journalistique en croisant les sources. Donc, voilà déjà d'entrée ce qu'on peut dire du fact-checking. Maintenant, à travers la question, je pourrais aller dans les détails. Merci infiniment, Noël. Alors, nous avons constaté qu'il y a vraiment, je vais dire, une augmentation de la pratique du fact-checking en Afrique. Et rien que dans ce panel déjà sur cette table, je vais dire, nous avons 3 organes de fact-checking. Ça veut dire que la pratique se multiplie de plus en plus sur le continent. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Bilal. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui explique la prolifération de cette initiative de fact-checking sur le continent? Alors, merci Nadia. Effectivement, on peut dire que depuis quelques mois, quelques années, il y a beaucoup plus d'initiatives de fact-checking et également les rédactions classiques commencent à s'adonner un peu à la profession. Plusieurs facteurs permettent ou expliquent, je vais dire, cette prolifération, comme vous l'avez dit. Premièrement, il y a l'accès à Internet aujourd'hui, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile qu'il y a peut-être 10 ans. Donc, le fait que un plus grand nombre de personnes aient accès à Internet, ça fait que, bon, voilà, il devient un peu plus compliqué de gérer la place publique. Ensuite, aujourd'hui, du fait de cet accès à Internet, tout le monde communique. Tout le monde communique, tout le monde balance des informations et il y a aussi une forte propension à la recherche du sensationnel. Donc, en recherchant ce sensationnel-là, en cherchant à faire du buzz en ligne, eh bien, on ne se questionne plus sur la véracité des informations qu'on partage. D'un autre côté, il y a, du fait toujours de ce nombre pléthorique d'internautes, il y a des difficultés pour les organisations, pour les institutions régaliennes à faire respecter les lois et les codes de déontologie. Et parlant de lois, au demeurant, il y a beaucoup de pays qui n'avaient pas jusqu'alors légiféré sur les questions d'utilisation d'Internet. Donc, la place offrait vraiment, je parle bien évidemment de la place Internet, ça offrait vraiment tout le dispositif pour qu'il se passe des choses pas très saines. Je pourrais étaler toute une liste à la Prévert de facteurs qui ont contribué à cette multiplication. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'à un moment donné, il y a eu un agacement des utilisateurs d'Internet, que ce soit des consommateurs d'informations et aussi bien des producteurs de ces informations-là, donc des journalistes. Donc, face à cet agacement, les gens se sont dit, bon, il faut qu'on commence à essayer d'assainir un peu le milieu. Et c'est ce qui a justifié, n'est-ce pas, ces initiatives de fact-checking pour venir démentir les choses. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Par exemple, voilà, parler de la responsabiliser les pouvoirs publics. Donc, il faut quand même tenir les pouvoirs publics en tant que responsables
et vu que ce sont des élus, voilà, vérifier les informations de ces personnes-là. Mais de façon globale, c'est un peu tout ça qui a participé aujourd'hui à l'existence de cette multitude d'initiatives de fact-checking. Merci. Merci infiniment. Et vous, Valdez, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui motive la prolifération des organes spécialisés en fact-checking? Bonsoir tout le monde. Je suis un peu mal à l'aise avec le terme prolifération de structures de fact-checking. Je dirais que heureusement, les structures de fact-checking se multiplient sur le continent. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. On en parle aujourd'hui alors que Africa Check s'apprête à publier justement les résultats des prix africains de fact-checking 2021. Je parle de ces prix parce que quand on se pose la question de savoir comment est-ce que, ou alors pourquoi on assiste à cette multiplication d'organes de fact-checking sur le continent, il y a justement des initiatives qui ont été prises. Je travaille pour Africa Check, comme vous l'avez dit, qui est la première organisation de vérification des faits sur le continent. Et depuis que nous existons en 2012, l'une des choses que nous avons voulu établir, au-delà de faire du fact-checking au quotidien, c'était de promouvoir la pratique du fact-checking. Bilal, il a donné quelques explications, notamment le sensationnel aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour laquelle voilà, il y a des organes de fact-checking qui sont mis en place, mais sur le terrain, il y a un travail qui est fait pour que cette pratique-là soit vulgarisée, je veux dire, à travers le continent. Donc, j'ai parlé des prix africains de fact-checking, il y a eu des formations qui sont organisées, et puis la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec les plateformes digitales, Facebook notamment, qui aujourd'hui est confronté à ce problème des informations. Cette plateforme digitale appuie un peu voilà, la mise en place de certains projets de fact-checking. Donc voilà, aujourd'hui, il y a tout un écosystème de la désinformation qui est là et qui fait que voilà, le fact-checking prend tout son sens. Et je vais terminer en disant que parce que plusieurs fois on l'a dit en introduction, il ne faudrait pas qu'on le voit comme un phénomène à la mode, mais réellement comme quelque chose de nécessaire dans cette lutte contre la désinformation. Voilà. Et moi, je compléterai, disons, tout ce qui a été dit par le fait que cette pratique, on ne va quand même pas parler de prolifération. Je suis d'avis avec Valdez, on ne va pas parler de prolifération. Et le fact-checking se pratiquait déjà dans la presse de façon traditionnelle. Et ce mode de traitement journalistique s'est imposé depuis quelques années. Et suivant donc son développement, et à partir des États-Unis, on avait déjà systématiquement dans les rédactions, dans les médias classiques, donc des équipes dédiées à ce traitement journalistique, donc pour faire la vérification des faits. Et les journaux, donc, comme je l'ai dit, ont à leur sein, et chaque journal, en principe, devait avoir en son sein une équipe qui fait ce travail. Et même la pratique journalistique, déjà, le fait qu'on croise les sources, le fait d'aller vérifier systématiquement des informations, c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking, qui, dans ce qu'on constate aujourd'hui est une pratique totalement dédiée à la vérification des faits. Et donc, pour moi, le fait qu'il y ait beaucoup de structures aujourd'hui est lié au développement de la technologie, parce que nous faisons face à un phénomène qui prend de l'ampleur avec le développement de la technologie, et on a plus de facilité à accéder à des plateformes, on a plus de facilité à partager des informations, et du coup, la diffusion des fausses informations s'est systématisée et s'est même industrialisée. Et d'où la nécessité donc de mettre en place ces structures-là, et d'où la nécessité aussi pour les médias traditionnels de véritablement renforcer des équipes qui soient dédiées totalement à la vérification des faits. Donc, on est obligé avec le développement de la technologie aujourd'hui de faire dans le fact-checking. Voilà ce que je peux compléter. Merci infiniment, donc, Noël, pour ces éclaircissements et ces explications. On peut déjà remarquer que le fact-checking est une pratique qui a vraiment eu, je vais dire, le vent en poupe, surtout avec l'augmentation de l'arrivée de la pandémie COVID-19.
Je remarque que les organes de fact-checking ont eu à faire un travail vraiment remarquable. Je vais demander donc à Bilal de nous dire quel est son avis sur le comportement des internautes face à cette pandémie. Allez-y. Ok, Bilal qui m'envoie la patate chaude. En fait, je pense que c'est très important de préciser une chose, en fait. C'est-à-dire que la fonction du fact-checking ne va pas être aujourd'hui de changer le comportement des gens. C'est-à-dire que je pense que le fact-checking aujourd'hui permet d'améliorer surtout la qualité des informations que les gens consomment. Parce que changer le comportement des personnes est un exercice un peu plus difficile, en fait. C'est-à-dire que les gens sont à la base, dans leur façon de réfléchir, réfléchissent à travers ce qu'on appelle des biais. C'est-à-dire que par exemple, si je parle du biais de confirmation, les gens sont plus susceptibles de croire aux choses qui les confortent dans leur croyance. Donc, ce qui fait que faire du fact-checking avec la prétention de penser qu'on peut changer le comportement des gens va être un peu difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins, on s'est rendu compte et j'ai écrit d'ailleurs un article de blog qui a été publié au début de la pandémie sur le site d'Africa Check en disant, voilà, la COVID-19 permet aujourd'hui de mettre le doigt sur un problème essentiel qui est la désinformation sur la santé, surtout en Afrique, et que j'espère qu'après la COVID-19, l'engouement qu'on a constaté autour de la lutte contre les infox sur la COVID-19 va rester le même pour lutter contre la désinformation autour de la santé. Donc, globalement, je ne dirais pas qu'il y a eu comme ça, parce que on est des fact-checkers, on va parler sur la base des faits, je n'ai pas le matériel nécessaire pour dire ici, voilà, comme ça, les gens ont changé de comportement grâce au fact-checking, mais au moins le fact-checking a permis de mettre sur la table, sur le débat public des discussions, sur la véracité ou pas de certaines informations qui ont été mises en circulation dans les médias, sur les réseaux sociaux et même par les hommes et les personnalités politiques. Merci, merci. Et vous, Noël, qu'en pensez-vous? Moi, je dirais plutôt, c'est vrai qu'on n'a pas un instrument pour mesurer l'impact du travail qu'on fait, mais on peut quand même constater, en tout cas au niveau du Togo, que le fait qu'on essaie de démonter des infos liées à la pandémie, à la vaccination, a fait que on constate de moins en moins la circulation de fausses informations. C'est plus comme au début de la pandémie où systématiquement, chaque jour, on en a des kyriels qui circulent, quoi. Mais depuis un moment, on en parlait d'ailleurs avec l'équipe de Togo Tchèque la dernière fois, on a de moins en moins, et ça voudrait peut-être dire que oui, le message est en train de passer. Et je suis conscient d'une chose, le fait déjà que les gens soient conscients aujourd'hui qu'il existe un phénomène qu'on appelle fausse information est un grand pas dans la lutte. C'est un grand pas dans la réduction de la diffusion. Et donc, du coup, encore une fois, moi, je pense que véritablement, le travail qui est fait a quand même de l'impact sur la population. Mais ce n'est quand même pas une raison de s'arrêter. Il faut quand même continuer par démonter les infox et aider cette population-là. Et surtout, donner à cette population aussi des outils pour essayer véritablement de faire une première vérification aussi. Donc, voilà. Merci, Noël. Alors vous, Bilal, à votre niveau, à PesaCheck, vous couvrez une dizaine de pays, si je ne me trompe. Vous avez donc une large vue de la situation du fact-checking en Afrique. Quel est votre avis sur la question? C'était... Anyway. Je pense que, sans fausse modestie, déjà, je salue le travail que font toutes les organisations qui opèrent dans ce domaine. Et sans fausse modestie, je pense quand même qu'on est en train de changer le comportement de certaines personnes. Je m'explique. Que ce soit des organes de presse ou de simples individus. Lorsque nous vérifions, par exemple, un post Facebook était fait
Merci de couper le micro, s'il vous plaît. Yoshi, Yoshi. Donc, je disais, lorsque nous vérifions, par exemple, un post fait par un organe de presse qui s'avère être faux, ce qui se passe, si c'est sur Facebook, par exemple, c'est que le post est signalé. Et les performances de la page sont complètement réduites, ou si vous voulez, anéanties. Et lorsque les organes de presse ont commencé à subir ça un certain nombre de fois, eh bien, ils ont compris que non, il ne valait plus la peine de tomber sous la sanction de Facebook si nous voulons que notre business continue à bien marcher. Donc, je pense que c'est une victoire. Même chose pour les simples individus qui avaient l'habitude de relayer ces informations-là. Une fois que c'est relayé, et lorsque ça devient répétitif, eh bien, la plateforme se donnait le droit de vous bannir. Parce qu'on estime que vous étiez ou que vous êtes un danger pour les autres internautes. Le 16 novembre 2019 à Wuhan, la pandémie avait éclaté. Je vais parler d'une histoire personnelle pour montrer un peu l'impact du travail que nous faisons. J'étais dans un groupe familial. Je dis j'étais parce que je suis sorti de ce groupe-là. Et dedans, il y a un peu de tout. Il y a ceux qui sont très lettrés, il y a les demi-lettrés, il y a les moins lettrés. Et j'ai un membre de la famille, s'il me suit, il doit se reconnaître, qui était champion dans le partage des fausses informations. Tout ce qui passait, et puis vous connaissez les personnes après la cinquantaine en Afrique, là, tout ce qui vient, on transfère. Tout ce qui vient, on transfère. Voilà. Et ça venait tout le temps, ça venait tout le temps. Moi, ça m'agaçait. D'abord, j'avais mis le groupe sous silencieux. Et un jour, je vois passer une information selon laquelle, lorsqu'on a la COVID, ou bien, je ne sais même plus, bref, qu'il fallait se sécher au soleil pour guérir de la COVID, ou bien se prémunir de la COVID. Et puis, je lui ai écrit dans le groupe, je dis, ben, écoute, tu sais que l'information que tu donnes là, elle est fausse. Il dit, ah oui, mais avant de partager les informations, nous prenons quand même le soin de vérifier, etc. Donc, quand nous jugeons l'information utile, nous la partagerons. Et puis, je lui demande, dans le temps, c'était des dizaines de milliers de morts que certains pays connaissaient par jour. Je dis, il n'y a pas le soleil dans ces pays-là pour que les personnes aillent se sécher, pour ne pas mourir par milliers. Et je lui ai dit, tu ferais mieux d'arrêter de partager ce genre d'informations. Je suis sorti du groupe. Il m'est remonté plus tard que cette personne, désormais, partageait moins d'informations et, avant même de partager certaines informations, envoie un teaser et prend la précaution de dire, bon, voilà, j'ai eu cette information. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un sait si c'est vrai ou pas? Je pense que c'est une certaine victoire. Et la seconde victoire que nous avons pu avoir, c'était dans le cadre d'un projet de l'UNESCO qui a permis de mettre en place aujourd'hui le tout premier réseau de l'Afrique de l'Ouest des fact-checkers francophones. Et c'était grâce au fact-checking et surtout autour de la pandémie. Et comme l'a dit Noël, aujourd'hui, il y a moins d'infarcts sur les réseaux sociaux parce que tout le monde sait que dès que vous publiez quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, vous tombez sous la sanction. C'est une victoire. C'est une victoire. Et j'ai même pour habitude de dire à certains collègues que peut-être que bientôt nous allons revoir notre business model. Ben, s'il n'y a plus de matières premières, s'il n'y a plus de fake news, nous allons vérifier quoi. Peut-être que nous allons nous transformer en watchdogs, en chiens de faïence qui surveillent maintenant au lieu d'aller traquer la fausse information et de la vérifier. Donc, au regard de tout ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons quand même un certain impact, que ce soit sur les producteurs d'informations ou sur les consommateurs d'informations. Merci. Merci, Bilal. Je pense que vous avez un peu devancé la question que j'allais poser par la suite. C'était de savoir quelles sont les sanctions qui existent par rapport à ces internautes ou à ces organes de presse qui
publie de fausses informations. Je vais vous passer la parole, Valdez, quand même, à part les quelques sanctions que Bilal a énoncées. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des sanctions légales, juridiques? Est-ce qu'il y a des lois qui punissent clairement? Est-ce qu'il y a des possibilités, par exemple, de poursuivre ces personnes qui, derrière leur téléphone ou leur ordinateur, vulgarisent des fausses informations? Merci. Bon, je pense que ça dépend des pays. Il y a des pays où l'appareil juridique permet de sanctionner les personnes qui sont à l'origine de la diffusion de fausses informations ou qui font de la diffamation. Mais puisque nous, on est ici entre fact-checkers, je tiens quand même à dire que ce n'est pas le rôle du fact-checker de le faire. En fait, c'est plus aux États de réguler ce genre de choses. Nous, notre rôle, il est d'identifier les fausses déclarations, les fausses informations et de les vérifier. Je pense que à notre niveau, c'est seul le public est à même de sanctionner la personne à l'origine d'une fausse information. Mais après, il y a quand même des systèmes assez particuliers comme le projet Facebook sur lequel nous travaillons avec des organisations reconnues comme PESACHEC, de Code for Africa, qui permet de faire en sorte que voilà, on identifie une fausse information, un contenu trompeur sur Facebook. Après qu'on ait fait notre fact-check, Facebook permet de faire en sorte que voilà, ce contenu-là soit moins vu, en tout cas par les internautes. Voilà des types de sanctions qui sont appliquées. Mais en ce qui est de sanctions légales, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais jusqu'ici, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui relève de la responsabilité de nos journalistes, de nos vérificateurs. Merci Valdez. Alors, Noël, dites-moi, je suis curieuse de savoir, j'ai l'impression que le fact-checking, c'est beaucoup plus axé sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram. Qu'en est-il de WhatsApp? Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'organe de fact-checking, vous arrivez à contrôler ou à contredire en fait tout ce qui se passe sur WhatsApp? Alors, avant de répondre, je voudrais répondre d'abord à la précédente question posée à Valdez concernant la législation. Déjà, au niveau du Togo, la loi est claire là-dessus. Hein. Ce n'est pas une loi spécifique sur la désinformation, sur les fake news, mais le code pénal, il y a des dispositions dans le code pénal en vigueur au Togo, qui a été retouché en novembre 2015, qui punissent donc la publication de fausses nouvelles. Par exemple, l'article 497 du Code pénal en vigueur au Togo dit que la publication, la diffusion, la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faites de mauvaise foi, elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Et je crois qu'on retrouve cette formulation-là dans presque tous les pays au niveau du code pénal du Bénin, au niveau du code pénal au Burkina, en Côte d'Ivoire, et en tout cas, au niveau des 8 pays de l'UEMOA, c'est une duplication d'un article de la loi du 27 juillet 1881 en France, que nos pays ont donc recopié, et c'est juste au niveau des peines encourues qu'il y a un changement. Mais c'est la même formulation. Et là où se trouve le piège, c'est quand on parle de par quel moyen que ce soit. Donc, on n'a pas dit par WhatsApp, par Facebook, par SMS. Donc, c'est ouvert. Et même, c'est ouvert à un nouveau réseau qui sera lancé. Donc, voilà. Et au Togo, toujours dans le code pénal, il y a d'autres dispositions qui sont là et dans la même formulation qui peuvent s'appliquer. Donc, c'est au juge d'apprécier quand on diffuse une fausse information. On a également la loi sur la cybersécurité contre la cybercriminalité, adoptée le 6 décembre 2018, qui a aussi des dispositions sur un certain nombre de pratiques qu'on voit aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que ça aide aussi parce que de plus en plus, on en parle, les gens sont au courant et ils savent que devant le juge leur dira nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, du coup, tout le monde fait attention et je crois que ça aide également à la réduction de la circulation des infox. Et parlant de la circulation et en répondant donc à la deuxième question concernant WhatsApp, nous, en tout cas, la création de Togo Check en 2019,
c'est WhatsApp beaucoup plus qui nous avait interpellés parce qu'on s'est rendu compte que ce réseau social était d'un accès très facile, même des gens qui n'ont pas été à l'école l'utilisent facilement, envoient des notes vocales et du coup, beaucoup d'infos circulaient par WhatsApp. Et en créant Togo Check, nous nous sommes dit, nous allons quand même faire la différence parce qu'il y avait déjà d'autres structures qui faisaient du fact-checking, qui beaucoup plus démontaient les fausses informations et faisaient des publications sur leur site web. Mais comme tout le monde n'a pas été à l'école, il faudra traquer les infos, ce n'est pas le même canal de diffusion. Et donc, on essayait donc de démonter les fausses informations en utilisant la méthode classique de vérification. Et après, au lieu de faire un article, on faisait plutôt des audios ou des audiogrammes qu'on renvoyait dans les groupes WhatsApp. Et on a vu que ça a été d'un succès inattendu et les gens relayaient aussi comme les efforts, c'est ce que nous produisons. Et aujourd'hui, je crois que le constat qui est fait, c'est que nous traquons, nous faisons la veille via des groupes. C'est vrai que tous les groupes ne sont pas accessibles, mais il y a quand même des grands groupes, on a des relais et donc on fait la veille. Et en même temps, après avoir démonté la fausse information, on fait la production en audio qu'on renvoie dans les groupes. Et donc, le constat, c'est que ça fait quand même son effet, ça aide véritablement les gens à savoir que telle info qui a été diffusée la veille est une infox, quoi. Voilà. Merci. Valdez, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter et je n'aime pas ne pas être d'accord avec Noël, Noël que je salue, qui est mon ami en fait. Non, mais je reviens juste sur la question des lois, parce que Noël, quand tu dis que les lois, elles aident un peu à lutter contre les fausses informations. Alors, de notre expérience, et récemment, on a publié une étude à Africa Check, une étude dans 11 pays africains où on a étudié les lois justement contre la désinformation. Et l'impression qu'on a, c'est que ces lois qui sont établies n'aident pas vraiment en fait à lutter contre le problème. Au contraire, on a plus l'impression qu'il s'agit de lois qui essayent de contrôler le discours des médias, notamment de contrôler le discours des citoyens. Aujourd'hui, la fausse information, la fake news, comme on dit très souvent par exagération, est devenue un peu un fourre-tout. Et ça veut dire que pour un rien, vous pouvez vous retrouver dans le traquenard de ces lois-là. Donc, je pense que c'est quelque chose que, voilà, nous, fact-checkers au quotidien, on doit toujours continuer d'observer. Mais pour ce qui est des différents appareils juridiques, différentes lois aujourd'hui contre la désinformation, les fausses informations, de mon expérience, j'ai peur de dire qu'on n'y est pas encore, en fait. Et parce qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas encore à définir clairement, juridiquement, c'est quoi une fausse information. Et malheureusement, c'est que c'est le juge qui apprécie, Valdez. C'est lui qui apprécie et du coup, la dernière décision lui revient. Bon, une précision par rapport au Togo, le code pénal n'est pas appliqué dans le cadre de la diffusion d'une fausse information. Le code pénal n'est pas appliqué aux journalistes. Tant que vous êtes détenteur d'une carte de presse, c'est le code de la presse qui s'applique. Et là, à ce niveau, il n'y a pas de peine privative de liberté, ce qui est déjà bien, puisque le code pénal au Togo a été dépénalisé. Mais il y a quand même des amendes. Si vous êtes reconnu coupable de diffusion de fausses informations, oui, il y a une amende à payer. Donc, voilà un peu la petite nuance qu'il faut faire, en tout cas au niveau du Togo. Et tout détenteur de carte de presse ne peut pas se voir appliquer le code pénal en cas de diffusion d'une infox. Merci Noël, merci Valdez. Je pense qu'il y a une précision qui est capitale, c'est que tout ceci dépend de la nature de la fausse information, du contenu de la fausse information qui a été identifié. Je crois que une fausse information identifiée peut faire plus de vagues qu'une autre. Donc, comme l'a dit Noël, le juge apprécie. Et c'est sur l'appréciation de cette information, bien que tout le reste du débat que... Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Moi, tout ce que je veux souligner, c'est l'amalgame qu'il y a autour de tout ça, en fait. C'est-à-dire que le juge, il apprécie, c'est-à-dire on a l'impression que c'est quelque chose qui est évalué au feeling, en fait, très souvent. Donc, je comprends que oui, je comprends la pertinence de ce que tu dis quand tu dis que voilà, ça dépend de la fausse information qui a été dite et de l'impact qu'elle peut avoir. On est tout à fait d'accord, mais moi, mon problème, c'est justement sur la clarté de ces lois-là.
Et ceux qui auront le temps, je vous invite à lire l'étude dont je parle pour essayer de comprendre un peu ce que je dis parce que les lois, elles sont érigées comme ça pour soi-disant lutter contre les infox, mais elles ne font pas ce travail. Je préfère encore le cas du Togo qu'a souligné Noël qui dit que voilà, en ce qui concerne les journalistes, ils sont quand même sous le couperet du code de la presse. Ça, c'est encore plus proche de ce qu'on attend, mais il y a pas mal de lois comme ça qu'on érige contre les fausses informations qui, au finish, quand on observe avec la loupe, sont plutôt liberticides, en tout cas, mais précisément en ce qui concerne la liberté d'expression et de la presse. Tout à fait, merci. Donc, en gros, certaines lois restent encore ambiguës. Je reviens vers vous, Bilal, par rapport à la question de Facebook. Est-ce que vous, pardon, de WhatsApp. Est-ce que vous, à PesaCheck, vous arrivez aujourd'hui à faire du fact-checking sur les fausses informations qui circulent au niveau de WhatsApp? Oui, merci pour la question. En fait, au niveau de PesaCheck, nous avons pu mettre en place une pipeline qui, par le biais, c'est un mécanisme par le biais duquel les internautes, une fois qu'ils identifient des messages, des fautes vérifiables, ou bien qu'ils estiment peuvent être faux, eh bien, ils signalent ces posts-là, ils font savoir que, bon, voilà, nous avons reçu telle information par WhatsApp. Est-ce que vous pouvez vérifier cette information-là au niveau de PesaCheck? Donc, voilà comment ça fonctionne. Je précise peut-être que il y a la complexité au niveau de WhatsApp réside juste sur toutes les autres plateformes. On peut avoir des liens, des contenus. Donc, c'est pour ça que d'emblée, on n'avait pas voulu surfer sur la vague de WhatsApp, mais il y a des gens qui choisissent ça comme étant leur cœur de métier. Je sais que cela aide à lutter contre l'information sur la plateforme. Ouais, je pense que c'est même le travail que vous faites sur WhatsApp. Il faut continuer à le faire parce que WhatsApp aujourd'hui, c'est la plateforme sur laquelle il faut aller chasser les fausses informations au-delà de Facebook, et de Twitter ou de YouTube. Nous, on a un système pareil où on permet aux internautes d'échanger avec nous, de nous signaler des fausses informations parce que finalement, le fact-checking doit être collaboratif avec le public. WhatsApp, c'est un média, c'est une plateforme assez délicate parce que comme tout à l'heure, je le disais, ce n'est pas... Pour moi, décharge. Tu travailles maintenant. Merci de couper le micro. Donc, il faut brancher. Mais si tu as tes bancs, ça va compliqué. Ou bien, mais les infos sont bien à la télévision. Et donc, Je n'entends plus rien, s'il vous plaît. Je ne vous entends plus. Allô, 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 je ne
Monsieur Joël. Voilà, c'est bon. Non, c'est reparti. Alors, donc, pendant ce temps, nous allons prendre une question dans la salle. Voilà, c'est bon. Là, maintenant, je vous entends. Oh, ok, c'est Monsieur Joël. Monsieur Joël? Vous demandez Noël ou Joël? Non, pas Noël. Pas Noël. Nous avions une question apparemment. Donc, Noël, restez toujours avec nous. Nous allons prendre des questions dans la salle. Alors, très bien. Moi, il y a 4 ans de cela, j'avais subi une formation sur le fact-checking avec Africa Check, justement. Je pense qu'à l'époque, il y avait Hassan, qui est aujourd'hui le patron de Reporters sans frontières. Alors, à l'époque, il nous disait que le fact-checking s'intéressait à la vérification des faits, mais les faits qui ont été quand même, qui viennent de personnalités dont la parole a une certaine portée sur les masses. Et que donc, le fact-checker ne s'intéressait pas naturellement à la personne lambda qui diffusait peut-être une fausse information qui ne touchait que 2, 3 ou 4 personnes. Par contre, la personnalité politique ou bien la personnalité artistique ou bien les médias de masse qui diffusent des fausses informations, cette fausse information-là peut être partagée par des milliers, voire des millions de personnes. Donc, c'est à ce groupe que s'intéresse justement le fact-checker. Mais en vous entendre parler, j'ai l'impression qu'il y a une mutation par rapport à la définition même du fact-checking. Vous avez parlé tout à l'heure de la vérification des faits sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp. Et je pense qu'également, les terminologies sont à définir, puisque la frontière elle est très ténue entre la fake news et la désinformation. La fake news, la personne qui fait dans la fake news, elle est certainement animée par la mauvaise foi, c'est-à-dire elle vise à atteindre un but en manipulant les masses. Donc, c'est ça pour moi, la fake news. Par contre, la désinformation, celui qui fait dans la désinformation, il peut le faire de bonne foi. Il peut penser que l'information qu'il donne est avérée, est vraie, alors qu'en réalité, c'est une fausse information. Donc, je pense que la différence est à faire à ce niveau, puisque la frontière elle est très tenue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui explique un peu cette mutation-là du fact-checking vers les populations lambda? Merci pour la question. Je vais laisser donc le soin à Valdez de répondre rapidement pendant que d'autres questions se préparent. Oui, c'est une question qui est importante, mais je vais essayer de rectifier 2-3 trucs. Bon, Hassan Diad, il est maintenant à l'AFP, il travaille sur le projet fact-checking de l'AFP, il n'est plus à RSF. Oui, effectivement. Oui, Hassan, il a raison de dire que voilà, à la base, le fact-checking, parce que le fact-checking à la base, il était dans les années 20 aux États-Unis, avec des magazines comme le Times. Et la fonction du fact-checking était de vérifier le discours public, les déclarations publiques. Et c'est ce que Africa Check continue de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque année, on vérifie en moyenne une 40aine pour le bureau francophone de déclaration de personnalités publiques. C'est d'abord notre fond, notre ligne directrice qui est là. C'est-à-dire que maintenir les personnalités publiques, les politiques, responsables de leurs paroles. Ça, on n'oublie pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a ce volet où les gens, et c'est malheureux, et c'est vrai que c'est bien de le souligner, les gens s'y conscrivent le fact-checking à la vérification sur les réseaux. Il y a la vérification qui consiste à recouper les images, les vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a le fact-checking lui-même qui consiste à examiner le discours des déclarations publiques. Et c'est bien qu'on fasse la synthèse. Nous, on fait les deux parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus ignorer la masse de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme WhatsApp. Mais ceci dit, on ne perd pas de vue notre fonction première qui est de vérifier le discours public et de tenir, comme je l'ai dit tantôt, les personnalités publiques responsables de leur discours. Maintenant, pour ce qui est de la fake news et de la désinformation, là aussi, je vais essayer de rectifier. Je n'utilise pas le terme fake news, je vais choisir le terme infox, qui est donc une fausse information diffusée
de façon sciemment. Donc, il y a la fausse information. La désinformation aussi, elle n'est pas très différente de la fausse information parce que désinformer, c'est diffuser une fausse information en le sachant. Mais en revanche, il y a ce qu'on appelle, et c'est vrai que pour les francophones, ce n'est pas très connu, la mésinformation qui suppose que voilà, je partage une fausse information, pas dans l'intention de nuire, mais parce que moi-même, je ne sais pas que je suis en train de partager une fausse information. Et c'est justement ça l'une des principales raisons pour laquelle une plateforme comme WhatsApp est vraiment